Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'interview de l'Axel. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Axel Lemaire. Bonjour, Axel, Laurent. bonjour, qui va bientôt se présenter à vous et nous serons tous sur Axel et sur ses nouvelles missions. Mais je suis très heureux de la retrouver puisque finalement, ça fait très longtemps que l'Axel et Axel se connaissent. Nous avons eu l'honneur de te recevoir à de nombreuses reprises dans différents formats et différents sujets, en particulier quand tu étais secrétaire d'État au numérique, mais aussi par la suite dans d'autres aventures. Donc merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Donc déjà peut-être en quelques mots, puisque tu n'es plus secrétaire d'État au numérique, mais tu es responsable ESG, c'est comme ça qu'on dit Alors, développement durable et responsabilité d'entreprise. Et sinon, en anglais, ça va plus vite, c'est sustainability. Finalement, c'est bien l'anglais. So we shift in English. Donc maintenant, tu es responsable sustainability pour le groupe Soprasteria. Tout à fait. Donc peut-être rapidement quelques mots sur notre illustre membre Soprasteria. Et puis après, je te poserai quelques questions sur toi et plus globalement sur le numérique en général. Et bien sûr, c'est quoi sustainability aujourd'hui et développement durable et numérique? Oui. Tout un programme pour environ 45 minutes. Soprasteria. Soprasteria. C'est une entreprise de la tech qui est européenne, au sens où elle a un fort ancrage dans les pays de l'Union européenne. Elle est née à Annecy. Le fondateur est toujours le président de la société. Aujourd'hui, c'est une entreprise cotée du SBF 120 qui a près de 60 000 collaborateurs. J'insiste là-dessus parce qu'on ne le sait pas forcément. Le nom est relativement peu connu du grand public. Or, c'est une boîte qui couvre tous les métiers du numérique, de l'intégration, en passant par la maintenance des infrastructures jusqu'au développement d'applicatifs et de produits logiciels, et sur toutes les verticales industrielles. Donc, c'est une très belle entreprise que c'est une belle success story française. C'est une belle success story française qu'on connaît relativement mal, que je suis très fière d'avoir rejoint, parce que boîte d'ingé, humble, sobre, mais qui bosse et qui délivre. Merci pour cette présentation. Peut-être en quelques mots, tu nous as parlé du nombre de collaborateurs, quelques KPI peut-être, la taille du groupe. Chiffre d'affaires au-delà de 5 milliards et demi. Présence internationale. Oui, alors vraiment avec cette particularité d'être très présent en Europe surtout. D'accord. Donc le deuxième plus gros pays, c'est le Royaume-Uni. Ensuite, maintenant, ça doit être la zone Benelux du fait d'acquisitions récentes, très présente sur les Nordiques aussi, la Scandinavie, et puis les pays latins, Espagne, Italie, centre d'excellence en Pologne, et un peu l'Inde, hein, mais c'est surtout, et c'est une des différences par rapport aux concurrents, le barycentre, il est vraiment sur l'Europe. Et un dernier mot sur le sujet, avec en plus une grande présence dans les services financiers, aussi bien dans Soprasteria en tant que SN, mais aussi avec vos frères, cousins de la holding, c'est-à-dire avec Axway, Sopra Banking Software, qui est beaucoup intervenu, et peut-être d'autres d'ailleurs que j'oublie. Non, mais tu l'as dit, donc j'ai parlé des métiers, je n'ai pas parlé du conseil, donc bien sûr, il y a aussi le conseil dans les services financiers, et puis il y a Banking Solutions, qui font partie du groupe Soprasteria, mais il y a d'autres filiales au sein de la GMT, de la holding de la famille fondatrice. Merci, c'était pour faire quand même un bref panorama rapide du sujet. Alors, et toi, Axel Lemaire, qui es-tu en quelques mots? J'espère que sur mon lit de mort, j'aurai la réponse à cette question. On n'est pas pressé. Si je me définis par ce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai été dans le monde du droit, à la fois en cabinet d'avocat et comme enseignante-chercheur. J'ai fait de la
politique, comme collaboratrice parlementaire, comme députée, puis comme membre du gouvernement. J'ai travaillé dans le secteur privé, notamment cabinet de conseil en strat, et puis j'ai découvert le milieu associatif dans la plus grande association sociale de France. Donc en fait, j'ai fait un peu voilà, j'ai fait un peu tous les secteurs. En revanche, les deux pieds qui sont toujours là, c'est l'innovation, le numérique, les technologies d'un côté, et c'est l'intérêt général, l'intérêt public, le bien commun, quelle que soit la manière de le définir. C'est ce qui, par le fait de servir les intérêts économiques, sert aussi les intérêts communs. Voilà. Donc, au fond, ces deux lignes-là, on les retrouve tout le long de ma carrière. Et le numérique, c'est un accélérateur des objectifs, je trouve, d'intérêt commun. Je pense que ceux qui m'écoutent régulièrement dans ces interviews comprennent mieux pourquoi je t'ai invité. Parce qu'effectivement, c'est un discours que j'aime beaucoup. On peut servir le bien commun et en même temps servir le business. Et voir comment les deux se retrouvent. Il y a toujours un équilibre à trouver et on aura l'occasion d'en reparler dans cette séquence. Un dernier mot, très international. Oui. Déjà, puisque j'ai une double nationalité, j'ai grandi au Québec, donc je suis canadienne et française, que j'ai vécu plus de 12 ans à Londres, au Royaume-Uni, un peu en Asie. Quand j'étais députée des pays d'Europe du Nord, donc les 10 pays qui formaient cette circonscription, que j'ai beaucoup observé et analysé parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, notamment en matière d'innovation et de numérique, aussi de démocratie, de droits humains et d'égalité professionnelle. Mais c'est vrai que je suis très imprégnée de la culture nordique et que, encore aujourd'hui, lorsque je pose un regard sur une problématique, assez spontanément, je vais me demander comment on fait ailleurs, parce que je considère qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres pays. On parlait justement de ce temps politique. Moi, je t'ai connu à l'époque où tu défendais un projet qui maintenant paraît banal pour tout le monde, mais qui à l'époque était assez novateur, l'open data. C'était quoi la question? C'est toujours intéressant de se rappeler un peu d'histoire quand on traite de sujets économiques et sociétaux. 2016, je crois que c'était vers la fin d'année, c'était quoi le débat en fait que tu portais? Quand tu m'as dit un sujet un peu novateur, à l'époque, je me suis demandé si tu allais me parler de la French Tech, du plan France Mobile, donc Open Data. Truc qui a donné des grands résultats. Open Data, c'est effectivement le principe consacré par la loi pour une République numérique qui est entrée en vigueur le 7 octobre 2016 et qui requiert des administrations publiques qu'elles publient par défaut, donc c'est un principe. Auquel on peut déroger par exception. Voilà, mais que par principe, elles doivent publier et dans des formats qui sont réutilisables. Et réutilisables, pourquoi ? À des fins d'utilisation par l'intelligence artificielle. Mais pas que, à l'époque, on parlait un peu moins d'IA à l'époque quand même. Tout à fait, mais on en parlait... Déjà, on parlait de business. Oui, mais c'était aussi à des fins business, mais on savait que la data rendue accessible devait pouvoir être réutilisée. Toutes les données qui présentent un intérêt économique, environnemental ou social. Donc c'est rendre aux citoyens et à la société les données collectées par l'État. Exactement, et produites. Et donc, de manière anonyme. Qui émanent alors, des administrations centrales, mais aussi des collectivités locales. Bien sûr, de manière anonyme. Donc, la protection des données personnelles est une des dérogations et l'emporte sur le principe de l'open data. Bien avant le RGPD. Comme par exemple le secret défense ou le secret des affaires pour partie. Mais c'est vrai que ça a été... un principe très important pour deux choses, pour alimenter la sphère économique, en particulier les entreprises très innovantes qui avaient des modèles d'affaires fondés sur la capacité à collecter la donnée. Et c'est vrai dans le secteur de l'énergie, du transport et de la mobilité, de la santé, mais au fond dans tous les secteurs aujourd'hui qui utilisent en particulier de l'intelligence artificielle, et puis aussi des fins plus politiques et démocratiques pour assurer la transparence de l'action publique et apporter l'information publique aux citoyens. Ça me mène à plein de questions. Alors je vais essayer de retenir les deux, sur ce que tu viens de dire, tu as donné deux grands objectifs. Est-ce que les deux ont été remplis, cher général, au bout de maintenant quasiment 8 ans? L'objectif économique,
J'ai l'impression que oui. Mais si je dis impression, c'est parce qu'il n'y a pas d'indicateur ou de KPI qui arrive à démontrer de manière directe les vertus économiques de l'open data. C'est-à-dire qu'on sait que les entreprises l'utilisent. On peut éventuellement regarder le nombre de téléchargements ou de connexions sur les plateformes qui fournissent les datas. On n'a Mais aucun comment KPI. ils sont difficiles à C'est vrai que l'action publique quantifier. avait mis en place justement maintenant des KPI sur différentes actions. Et là, c'est quand même quelque chose qu'on peut chiffrer. Combien de personnes se connectent, combien de... Oui, mais ce n'est pas le nombre d'utilisateurs qui va C'est pas un pouvoir KPI économique. voilà, qui va pouvoir démontrer la réalité de la création de valeur économique. Mais en tout cas, moi, dans mon quotidien, je ne rencontre pas une start-up qui ne me dit pas merci l'open data parce que c'est à la base des modèles innovants, en tout cas fondés sur l'analyse des données aujourd'hui. Sur le volet démocratique, je peux mieux faire parce que l'enjeu de la transparence de l'action publique et de l'accès à l'information, ça reste une problématique sensible. Moi, j'ai peut-être la naïveté de penser que si on mettait les chiffres et les statistiques toujours sur la table, ça permettrait d'éclairer le débat public. On a un peu l'impression en tant que citoyen que chacun sort toujours son chiffre et sa statistique en fonction de ce qu'il a besoin de défendre. Ouais. Et les C'est un autre journalistes ont encore besoin parfois de batailler pour avoir accès à l'information qui, derrière, permet de faire des articles de qualité. Il me semble que dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de fausses informations et de risques de manipulation de l'information, notamment de la part de forces malveillantes ou de régimes plus autoritaires que le nôtre, c'est particulièrement important de garantir ces conditions d'accès à l'information publique. Donc voilà, ça reste quand même des chantiers non totalement aboutis. Sur l'open data, les collectivités locales doivent sans doute être plus accompagnées. Les enjeux sont des enjeux d'interconnexion, d'interopérabilité. Et donc on voudrait effectivement que des prestataires privés accueillent plus d'applications publiques et vice-versa. Et puis on voudrait aussi peut-être que les prestataires privés accueillent des services à dimension d'intérêt général. Je donne un exemple, l'accessibilité des transports, l'accessibilité des lieux publics. Si ça pouvait, par design, être intégré dans toutes les applications. Tu veux dire savoir si je peux y rentrer avec mon fauteuil roulant à chaque endroit? Voilà, exactement. Si je veux faire un trajet en PMR, qu'on me propose les bonnes sorties, quoi. Oui, et c'est vrai de la mobilité physique comme pour tous les types de situations. Bien sûr, oui, j'en ai pris un, mais... de handicap, où on pourrait sans doute aller beaucoup plus loin si les acteurs économiques et publics se parlaient et si la volonté était partagée de part et d'autre. On voit déjà poindre les questions qui vont arriver sur le numérique responsable. Je termine sur ta vie d'avant. Puisque là, on a parlé d'open data, mais tu as porté bien d'autres chantiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont rendu particulièrement fier 8 ans après, ou peut-être un regret, où tu te dis, ah, là, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus ou... Alors, déjà la loi pour une république numérique, je suis assez fière de la manière dont elle a été co-construite avec les citoyens en ligne. Ça n'a pas été refait depuis à ce niveau de transparence, justement. Donc là, on disait, on vous fait confiance. Oui, il y avait une plateforme. Oui. Et de fait, par exemple, la dépénalisation du e-sport, n'est-ce la capacité d'organiser des compétitions physiques de jeux vidéo en ligne en modifiant le code de la sécurité intérieure à l'époque, c'est une disposition qui est entrée par le vote des gamers au moment d'une compétition en finale de League of Legends. Donc ça, on a peut-être oublié. Oui, je ne me rappelais même pas que c'était interdit. Mais c'était très régulé. C'était régulé comme les loteries, les jeux d'argent et de hasard. Donc, c'était très régulé. Il y a eu un changement quand même, je pense, assez, y compris culturel et business sur ces sujets. C'est un gros business maintenant. Tout à fait. Et donc, à l'époque, il fallait le prédire et puis il fallait y aller. Et si je dis ça, c'est parce que je trouve que cette manière d'écrire une loi, elle est restée expérimentale et pourtant hyper intéressante. Et il y a plein d'enseignements à partager encore aujourd'hui. La French Tech... elle a fait des petits. On oublie parfois qu'elle a eu 10 ans. Tout à fait. Elle a eu 10 ans l'année dernière. Ça a été compliqué au départ de mobiliser en particulier des crédits et des financements
pour financer une mission qui était vue comme un ovni, qui répondait pas aux gros enjeux industriels du CAC 40. Voilà. Donc Fleur et moi pouvons témoigner du fait qu'on partait de loin. Donc ça fait partie des sources de fierté. Le fait que pendant le Covid, nos infrastructures télécom aient tenu parce qu'elles ont une résilience du fait du déploiement du réseau qui est quand même assez unique en Europe. Souvent, mais il suffit de regarder à l'est ou au nord pour voir que la fibre optique n'est pas partout chez nos voisins et que l'air de rien, ça a été 20 milliards d'euros d'investissement par l'État et par les opérateurs privés, et que le fait de partir à temps, c'est-à-dire en 2015, a permis d'être prêt au moment de cette crise d'une ampleur unique, et donc d'accélérer la dématérialisation et surtout de permettre la continuité des services publics et la vie des affaires. Donc ça aussi, c'était pas forcément gagné au départ, hein. Et puis de réussir à attribuer les rôles, là encore, entre les acteurs privés et les acteurs publics sur ce sujet du plan France Très Haut Débit. Mais je trouve qu'au final, ça a été assez bien fichu. En tout cas, c'est ce qui permet aujourd'hui à la France d'avoir une longueur d'avance sur ce sujet. Eh bien, écoute, il me reste une petite vingtaine de minutes pour adresser maintenant le sujet qui occupe tes journées, tes soirées, tes week-ends. Sustainability. Oui. Alors, du numérique au... C'est quoi les mots que tu utilises le plus souvent? Parce que c'est vrai qu'en anglais, c'est facile, sustainable, mais en français, moi, j'aime beaucoup développement durable. Du numérique au développement durable. Il n'y a qu'un pas, il y a un grand pas, il y a... Comment ça s'est passé pour toi de passer de l'un à l'autre? C'était naturel? Oui, alors c'est un retour aux sources, hein, parce que lorsque j'étais juriste, j'étais spécialiste de droit international économique et de la place de l'environnement et des droits humains dans la vie des affaires. Donc, triche quoi, t'es revenu au basique. Non, c'est que j'ai pris le détour du numérique comme accélérateur. Et effectivement, aujourd'hui, je suis persuadée que l'innovation et les technologies sont des amplificateurs pour, alors, soit accélérer l'agenda de la transition écologique, soit l'alourdir. Et en réalité, c'est les deux, et c'est ce qu'on doit parvenir à comprendre, à mesurer pour savoir où on veut aller. Mais c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, et en fait, les deux grandes transitions du XXIe siècle, c'est la transition environnementale et la transition numérique. Et donc, après avoir beaucoup travaillé sur l'un, je trouvais normal d'aller sur l'autre, ce d'autant plus que je gardais une petite frustration. J'étais membre du gouvernement en 2015 au moment de la COP21 à Paris. On avait, avec le ministère des Affaires étrangères, avec la ministre de l'écologie, on avait créé un pavillon des solutions dans lequel on mettait des startups de la green tech. On avait déjà à l'époque lancé la green tech verte, et qu'est-ce qu'on rigolait parce que Ségolène Royal insistait beaucoup pour qu'on appelle ça la green tech verte. C'est vrai, donc à chaque fois, voilà. Mais il n'empêche que c'était là. Il n'empêche que c'était là, et qu'il y avait des financements de la BPI à l'époque, et donc les premières promos. Tout ça pour dire que j'ai quand même gardé une frustration, parce que je voulais lancer l'agenda du numérique responsable, parce que je voulais qu'on soit meilleur dans le calcul de la réalité de l'empreinte carbone des technologies numériques. Et c'est vrai qu'à l'époque, on me disait circuler, il n'y a rien à voir, pour différentes raisons, notamment parce qu'il y avait, je pense, un manque d'expertise technique et de connaissances scientifiques sur le sujet. Les travaux ne portaient pas principalement là-dessus. Peut-être aussi de la part de certains très grands acteurs, une volonté de ne pas y aller. Et en tout cas, l'administration n'était pas prête, et ce n'était pas sa thématique prioritaire. Aujourd'hui, on peut dire malheureusement, du fait des circonstances et de l'accélération de la crise climatique qui se montre physiquement à nous, la prise de conscience on n'a plus le choix. Est plus forte, et on n'a plus le choix. Donc maintenant, le moment est peut-être plus opportun qu'à l'époque. Tout ça pour dire que j'ai quand même ce regret de ne pas avoir réussi à pousser plus le sujet comme j'aurais voulu. Donc là, je le fais chez Soprasteria, grâce à une communauté de personnes très engagées là-dessus, qui ont des expertises techniques pointues, qui veulent y aller. Et on se rend bien compte qu'on n'a pas le choix, mais que c'est très transformateur, en fait. Il faut réussir à intégrer la thématique dans
tous nos métiers, il faut former, il faut recruter, il faut comprendre le modèle économique qu'il y a derrière. Par exemple, pour faire de l'éco-conception, si ce n'est pas design, eh bien, comment on le fait rentrer dans un projet. Donc maintenant, je suis très, très contente de pouvoir enfin vraiment travailler sur ce sujet. On sent une petite pointe de regret. Tu aurais aimé avoir un poids politique au sens noble, c'est-à-dire de la chose publique. Parce que là, tu dis, je le fais à travers Sopra Steria. Est-ce qu'il y a un petit goût de se dire, ah tiens, j'aurais peut-être voulu le faire au niveau global? Non, mais si j'ai un regret, c'est uniquement parce que j'ai pu avoir connaissance de la réalité de l'impact quand on fait de la politique. C'est sûr que si on négocie le RGPD ou la directive Nice sur la cybersécurité à Bruxelles, alors c'est peut-être pas tout de suite tangible, Oui, vu de loin, on se dit, ils font quoi? mais l'impact est quand même très fort. Et le jour où le numérique responsable, notamment sur le sujet du cloud, est pris très sérieusement à Bruxelles, on sait que ça dépote. Ouais. Donc c'est sous cet Et angle-là. que si on ne se méfie pas, ça peut dépoter et mal aussi. Il faut faire Exactement, attention. exactement. Et donc c'est sous cet angle-là de l'impact qui peut être très fort. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on crée. C'est-à-dire qu'il y a la phase de la régulation, mais encore faut-il avoir des solutions, des produits et des manières de faire qui permettent de répondre aux objectifs plus politiques d'atteindre, de réduire d'abord sa propre consommation, en particulier énergétique, lorsqu'on utilise des technologies, et puis aussi de faire émerger les solutions qui permettent d'accompagner nos clients dans leur propre transition environnementale, parce que tous les grands industriels doivent transiter, et pour ça, il faut des infras et il faut des services numériques. Donc aujourd'hui, les motivations des grands groupes, alors on prend Sopra Steria parce que c'est celui auquel tu travailles, mais pour toi, sont avant tout pour pouvoir mieux servir leurs clients, comme Sopra Steria qui fait du conseil, donc il y a des demandes. Est-ce que tu viens là pour aider à développer ces solutions pour les clients finaux ou pour aider le groupe lui-même avec 60 000 collaborateurs, comme tu le disais, à avoir un développement responsable qui, j'anticipe sur ta réponse, n'est pas que sur le climat, mais il est aussi sur la prise en compte, inclusion, sur le développement des personnes, sur une vision long terme de comment on utilise l'IA, etc. C'est où tes priorités? Tu ne peux pas tout faire. Ah, il faut tout faire, hein. C'est les deux, mon capitaine. On ne peut pas pousser des choses à des clients qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc, je parlais tout à l'heure de devoir d'exemplarité. C'est vraiment ce qui guide notre démarche chez Sopra Steria, c'est-à-dire que d'abord, essayons de mesurer, et il suffit pas de claquer des doigts, hein, notre propre empreinte, du sol au plafond, hein, et partout. Et puis, l'expertise qui est développée dans cet exercice et par des outils. On a par exemple un outil qui s'appelle G4IT, qui permet de mesurer l'empreinte carbone de nos systèmes. Mais on a aussi un A4IT sur l'accessibilité. Et donc le fait de rendre les solutions suffisamment ergonomiques pour qu'elles soient utilisables par le plus grand nombre de personnes possible, y compris les personnes en situation de handicap. Ces outils, on les développe, et une fois qu'on a fait le boulot pour nous, alors on peut se tourner vers le marché. Mais il faut, et alors on est à un moment où c'est vrai que le CSO, le Chief Sustainability Officer, il était quand même assez tourné vers l'interne. Traditionnellement, il faisait de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, avec des objectifs de reporting, avec des objectifs de publication, en particulier du rapport annuel. Ça reste hyper important. Il y a un certain nombre de régulations à suivre, des choses qui sont imposées par l'État ou par des accords internationaux quand tu adhères à un certain nombre de programmes sur le RSE. Voilà. Et donc déjà, il y avait ce boulot-là à faire. Exactement, qui reste hyper important, parce que le développement durable, il se co-construit au fur et à mesure que tout le monde avance ensemble. Les connaissances scientifiques, l'état de l'art, il y a 10 ans, n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Donc en fait, c'est un mouvement perpétuel, et c'est aussi ce qui me plaît. Cette ouverture sur un écosystème externe où on apprend avec nos pairs. Mais pour autant, aujourd'hui, le focus, il est aussi sur la transformation interne et sur le business, parce qu'il faut que tout ce mouvement contribue à faire émerger des nouveaux modèles d'affaires et à transformer les modèles économiques des entreprises. On a beaucoup parlé de greenwashing pendant des années, et on pourrait l'appliquer au RSE en général dans certains cas.
évidemment, c'est un peu comme si j'avais demandé à un restaurateur si le poisson du jour était bon. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, ça y est, donnent vraiment des rôles fondamentaux, alors Chef Sustainability Officer, avec une place importante dans le COMEX, où tu as vraiment un poids dans la prise de décision, si on parle de décisions qui ont un impact long terme sur l'entreprise et potentiellement la société, où il y a encore du boulot et tu as le droit de ne pas parler de Sopra Steria, on parle en général. En même temps, c'est compliqué de parler en général si je veux être précise et sincère. Non, c'était pour Parce te donner que un je ne joker. connais pas. C'était pour te donner un joker si Ouais, je te mais mettais trop malheureusement, mal à avec l'aise. moi, je suis un peu trop sincère et entière pour utiliser les jokers. Moi, ce qui me guide, c'est l'envie d'agir. Et c'est la transformation positive. Et pour ça, il faut avoir des espaces d'action et de réflexion qui soient réels. Et c'est le cas. Et c'est le cas notamment lorsque je discute de ces sujets avec mes collègues membres du COMEX de Sopra Steria. Peut-être que la différence par rapport à du fait des autres fonctions que j'ai pu occuper, c'est que j'ai envie de travailler aussi avec les autres entreprises pour participer d'une dynamique collective qui amplifie plus encore le changement nécessaire. Mais alors, pardon, je te coupe sur un sujet, encore plus quand on est au niveau COMEX. J'ai l'impression que dans tes deux casquettes que tu as eues successivement, hein, en numérique et développement durable, il y a une antagonie qui est que dans le numérique, c'est jamais assez rapide. Il faut tout faire pour hier et le tweet de demain va balayer la nouvelle de ce matin. Alors que développement durable, c'est un cri dans son nom, on pense au temps long. Et donc que Intéressant. peut-être que quelque chose qui est négatif pour demain matin et pour mes résultats annuels est en fait extrêmement positif pour mon entreprise à long terme et pour la société à encore plus long terme. Comment tu maries ces deux dynamiques, ces deux rythmes Alors, déjà, il y a 10 ans, sur la transformation digitale, c'est pas ce qu'on entendait, hein. Et donc, le côté poil à gratter, il est quand même présent dans les D'accord. deux dynamiques. Ensuite, je pense que le fait d'être dans une entreprise à capital familial, avec les membres de la famille qui sont toujours très présents dans la gouvernance Qui ont peut-être et plus dans une les vision prises du de temps long. décision, ça permet de s'inscrire dans ce temps long, ce qui est pour moi effectivement très important, pour moi, pour les sujets que je porte à travers ma fonction autour du développement durable. Ça, c'est absolument fondamental. C'est capital. Le temps long, selon la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est sur du 10 ans. C'est vrai que le temps long pour les marchés financiers, c'est quoi? C'est 10 jours. Non, Ah, je caricature, mais oui, c'est un non, mais an. là, tu parles des marchés financiers, mais même Donc, les êtres humains avec lesquels tu travailles avec 60 000 collaborateurs voilà. qui sont branchés sur ça et sur Et des choses à pour demain. l'inverse, moi, ce que j'ai appris notamment en faisant du conseil, c'est que la pensée magique dans le numérique n'existe pas et que la plus grande difficulté, c'est l'adoption des technologies. Et pour ça, il faut avoir des stratégies de transfo, parce que s'il n'y a pas d'appropriation, ça ne sert strictement à rien, sauf peut-être à amuser une population de dirigeants un peu déconnectés qui prennent leur souhait et leur volonté pour des acquis. Et donc, ça aide là aussi d'avoir fait de la politique, de connaître l'écart possible entre le souhait émis et la réalité opérationnelle du terrain. Et dans le numérique comme dans le développement durable, il faut passer beaucoup de temps à comprendre la réalité des défis opérationnels de mise en œuvre de la transition. On parle de transition et donc de transformation. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'au fond, on dit oui, le numérique, c'est très rapide, il faut ça. Non, la manière d'approprier les technologies, les questions à poser en amont, c'est toujours les mêmes. Quelles qu'elles soient, il faut s'assurer que ça sert à quelque chose, que ça va renforcer la performance, améliorer ou optimiser les marges, que ça va apporter de la qualité au travail, on commence par définir les objectifs et puis à la fin, si c'est un gadget, on laisse tomber. Et Certains émettent l'hypothèse que depuis quelques années, les grandes crises géopolitiques qu'on peut vivre, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, etc., on avait parlé des Gilets jaunes, ont en partie été accentuées par cette fracture numérique, le numérique étant
à une époque un facteur de rapprochement. On pouvait avoir accès à plus de choses plus rapidement. Et à un moment, on a commencé à diviser parce qu'on laissait des gens sur le côté. Est-ce que tu penses qu'avec une vision de développement durable dans le numérique, on peut ramener cette notion d'intérêt général, de temps long, de prise en compte et de laisser personne justement sur le côté, qui permet de peut-être arrêter d'utiliser le terme fracture numérique pour revenir à l'essence première, qui était le numérique pour plus théoriquement de biens communs, plus de services pour tout le monde. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose, et philosophiquement et pratiquement, qu'on peut réussir à relier dans ces deux notions? Ah, mais bien sûr. Le développement durable interroge la finalité. Il y a 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies et tout tourne autour de ces 17 objectifs. Donc, l'utilité, la notion de ROI, mais ROI pas uniquement au sens Return on Investment, retour sur investissement, au sens où retour sur impact. Donc, c'est le RO2I, est fondamental. Une fois qu'on a compris ça, c'est, à mon sens, une manière de résoudre, effectivement, de résorber les très fortes tensions qui s'expriment. Au plan géopolitique, quand on parle de fracture ou de tension, de quoi parle-t-on? Au plan géopolitique, les blocs, avec des affirmations de puissance qui passent notamment par la maîtrise des technologies et par des enjeux de souveraineté, aussi par la maîtrise de l'accès aux ressources, en particulier d'extraction de minerais ou de ressources rares nécessaires à la production des technologies, cobalt, uranium, nickel, cuivre et autres. Et donc, c'est pas un hasard. Ressources d'exploitation. C'est pas un hasard si les tensions géostratégiques se renforcent autour de ces enjeux. Dans les 30 prochaines années, on va extraire plus de minerais en lien avec les technologies que dans les 4 milliards dernières années. Et donc de se poser la question du pourquoi, est-ce qu'on doit s'interroger sur l'utilité, sur au fond, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On n'aura pas le choix. Deuxième source de tension, c'est effectivement au plan social, où on voit une croissance forte des inégalités sociales et on voit une déconnexion de la part des personnes qui ne maîtrisent pas les technologies. Et c'est une réalité qui est chaque année... Si je peux me permettre, une accélération drastique de capacité d'enrichissement social et physique par ceux qui les maîtrisent. Tout à fait. Et délaissés pour compte de ceux qui, malheureusement, pour plein de raisons, se sentent à l'écart. Oui. Et qui maintenant, on leur dit, pour déclarer tes impôts, bah, tu n'as pas le choix pour faire ça, puis ils sont dehors. Donc la question alors, du partage de la valeur par rapport à des entreprises mondes qui n'ont jamais concentré une telle richesse à si peu dans l'histoire de l'humanité, hein, mais aussi par rapport à des personnes qui sont exclues des évolutions sociétales du fait de la non-maîtrise des technologies. C'est quelque chose que j'avais pressenti lorsque j'étais au gouvernement, que j'ai observé lorsque j'étais à la Croix-Rouge avec une envie d'agir. Aujourd'hui, personne n'est à la hauteur des enjeux. Donc ça fait partie des... Mais est-ce que modestement, chacun d'entre nous, et toi par exemple, avec le groupe Sopra, dans vos rôles dans le développement durable, modestement, on peut essayer d'inclure dans le numérique des petites évolutions qui font qu'on en laisse bien moins. sûr, bien sûr. Alors déjà, je suis directrice générale de la Fondation Sopra Steria Institut de France et notre raison d'être, c'est vraiment le numérique au service de l'inclusion et de l'éducation. Et si on poussait plus systématiquement cet agenda, je pense que, et tous et tout le temps, que les résultats seraient plus au rendez-vous. Là, on a remis un prix, le prix Entreprendre Bourg-Demain, qui a été l'occasion de revoir une ancienne lauréate de la Fondation. Elle a créé EasyMob. EasyMob développe avec du hardware, hein, et c'est vraiment de la tech très sophistiquée, des outils qui permettent aux personnes en situation de handicap de se mouvoir justement dans l'espace public. Donc oui, il y a des choses à faire, mais ça doit être une priorité par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, politiques ou privés. Et juste pour terminer, Oui, pardon. La troisième grande source d'exacerbation des tensions, eh bien, c'est le fait que le monde se polarise avec des opinions exprimées sur les réseaux sociaux qui eux-mêmes ont un modèle économique
qui repose sur la polarisation, parce que les algos, ils sont alimentés par la publicité qui elle-même va aller chercher les opinions les plus radicales pour... donc, il y a ce phénomène d'auto-entretien de la polarisation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde le constate. Tout le monde constate la menace aussi qui pèse pour partie sur les régimes démocratiques, mais en même temps sur la liberté d'expression. Et je pense que le développement durable, qui fondamentalement recherche la paix sociale, qui fondamentalement recherche l'intelligence collective, le dialogue avec les parties prenantes, une forme de sagesse pour essayer de prendre des décisions en commun, eh bien, c'est une des voies pour appréhender la problématique de la polarisation sur les réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr que ces deux grandes transitions, elles sont amenées à se rejoindre. C'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très très dur de recruter dans les métiers de la tech. Il n'y a pas si longtemps. C'est devenu un chouïa plus facile avec la crise. Bon, il y a un petit peu moins de concurrence de startups remplies d'argent des VC, c'est un peu plus calmé. Est-ce que c'est un argument, le développement durable? Est-ce qu'aujourd'hui, tes petits camarades de la RH viennent te demander des programmes, des choses pour le mettre en forme, etc. Parce que les jeunes recrutés, peut-être, je sais pas, moi je suis papa, j'ai des enfants qui me parlent que de ça. Le reste, ça s'intéresse beaucoup moins. C'est la planète, c'est l'inclusion, etc. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie demande de tes camarades de la DRH Alors pour oui, séduire on les est en collaborateurs? binôme sur plein de sujets, ça j'en suis super contente. Et pas uniquement sur les sujets environnementaux. Par exemple, pour très concrètement le déploiement à l'échelle, on voudrait former 8000 collaborateurs à la fresque du climat. Donc ça, bien sûr, ça passe par notre académie et donc par aussi pour le développement des programmes de formation. J'ai parlé de l'éco-conception et de l'accessibilité, il y en a beaucoup d'autres. Oui, on a des initiatives autour de la marque employeur, des relations avec les écoles pour le recrutement, etc. Mais d'abord, moi, je trouve que c'est très intergénérationnel. Et au fond, ça permet à peut-être des personnes plus âgées dans la pyramide des âges de l'entreprise de concilier ou réconcilier des opinions individuelles et personnelles, des actes issus de leur vie quotidienne avec le monde du travail. Et donc, cette réconciliation, elle n'est pas uniquement propre aux jeunes générations. Ouais. Tu embarques tout le monde. Et exactement. Et j'en reviens au sujet de l'appropriation et de son importance d'embarquer les gens dans une transition. Bien sûr que les collaborateurs sont des accélérateurs et que tout ça, ça ne peut pas se faire sans eux. Surtout dans donc, une entreprise comme une ESN. Enfin, c'est avant tout... Dans les métiers reposent sur les femmes et les... Voilà. Et c'est d'autant plus vrai que, comme souvent dans l'agenda de développement durable, j'ai la charge des sujets égalité, diversité, inclusion, qui fait partie des J'allais y venir, c'était ma dernière question, parce que nous sommes un panel totalement équilibré à 50-50. Là, bon, là c'est pas très dur, mais... voilà. Oui. Mais j'imagine que dans un grand groupe comme une ESN, c'est pas forcément le cas. Non, parce qu'on est le reflet voilà, L'école d'ingé, c'est toujours un peu déséquilibré. Voilà, donc j'ai eu l'occasion par le passé de travailler beaucoup sur ces sujets. Là, c'est une occasion très concrète de regarder les choses sur le terrain pour voir comment on peut améliorer la situation. C'est vrai que c'est une problématique hyper complexe, que ça renvoie, je pense, à des référentiels culturels et sociaux qui dépendent beaucoup de chacun des pays, que la France n'est pas forcément en avance sur ce sujet, qu'au moins aujourd'hui les diagnostics et les constats sont partagés. Et donc maintenant, il faut accélérer là-dessus. Et je citais ce sujet comme exemple de très étroite collaboration avec les ressources humaines. Donc pour aller toujours plus loin, pour impulser une dynamique plus ambitieuse encore, etc. Moi, je vais jouer mon rôle de poil à gratter. Une chance qu'il y a les ressources humaines dans le métier, l'expertise, c'est la chose humaine pour piloter et orchestrer les programmes. Mais oui, il y a cette vision très holistique qui est que l'environnement seul, sans la prise en compte, sans prise en compte des enjeux sociaux et humains, risquerait d'accroître les inégalités, les mécompréhensions et donc le rejet. Et donc c'est très important d'avoir cette vision très intégrée, très holistique.
de la thématique. Alors moi, je resterai bien encore une bonne heure avec toi. Malheureusement, on a largement dépassé notre timing. Et j'en connais une qui va être en retard. Je tiens à te remercier d'avoir participé. On avait tout un panel de questions sur l'intelligence artificielle. Ça sera pour une autre fois. Avec plaisir pour venir en Je suis parler. sûr que tu as plein d'idées sur le sujet. Tout à fait. Ça me permet aussi de rebondir sur le fait que l'Axel, ça fait des années qu'on nous mettons le temps long au cœur de notre réflexion. Nous nous sommes toujours refusés à réagir à chaque fois avec les loups, entre guillemets, ou juste avec un tweet pour dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on fait pour faire un numérique plus responsable pour demain matin? C'est pas pour demain matin le sujet, c'est travaillons ensemble. Donc l'Axel est votre association, notre association. On est très heureux d'avoir de nombreux membres impliqués sur le sujet. J'espère que tu pourras participer aux commissions de travail sur le sujet du développement durable. Nous avons pris le parti de ne pas avoir un club RSE, comme on a un club fintech, un club assurance, etc., mais plutôt de considérer que c'était le travail de tous, de l'impliquer dans chacune de nos commissions de travail, de réfléchir à comment d'abord nous appliquer nos propres règles, bien sûr, et ses propres chartes qui existent déjà, pas la peine d'en réinventer, mais aussi de traiter de ces sujets, que ce soit dans une interview, que ce soit dans un thème sur la fintech avec la finance durable, que ce soit sur les thèmes du commerce de proximité, etc., etc. Et au board, certaines personnes se penchent plus spécifiquement sur la question. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Un grand merci Axel. Merci. De t'être plié à l'exercice. Merci de m'avoir accueilli. Mais non, c'est un grand plaisir de te retrouver parmi nous, voilà, au travers de ce membre Soprasteria. À très bientôt. À bientôt. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. One, two, three,